1581, Wroxall. Chapitre 26. Edgar Cantwell était désormais un vieil homme. À l'âge de 72 ans, tout en lui désormais était gris, ses cheveux, sa barbe et même sa peau fripée. Il était perclus de douleur, depuis cet abcès qui lui tenaillait la mâchoire jusqu'à son pied, torturé par la goutte, et son humeur s'en ressentait. Ses plus grands plaisirs, désormais, consistaient à dormir et à boire du vin. Aussi y consacrait-il le plus clair de son temps. Ses filles, Grace et Bess, se montraient fort aimables avec lui, et ses gendres faisaient des compagnons acceptables. Son plus jeune fils, Richard, était un garçon studieux, déjà érudit en latin et en grec à l'âge de 13 ans. Hélas, il ne pouvait contempler sa belle tête blonde sans songer aussitôt à sa mère, morte des fièvres puerpérales lorsqu'il avait 2 jours. C'était John, son fils aîné, source d'irritation constante, qui lui causait le plus de tourments. À 19 ans, le jeune homme n'était qu'un vaurien, ivrogne et vantard, qui semblait n'éprouver que mépris envers tout ce que son père tenait pour sacré. En cela, Edgar Cantwell semblait avoir oublié qu'à son époque, il s'était lui aussi montré rebelle et licencieux. À cette différence qu'il avait toujours obéi à son père, et n'avait point protesté lorsque ce dernier l'avait exilé à Paris, dans ce bagne qu'était le collège de Montaigu. John, en revanche, ne montrait point ce respect filial. C'était un garçon de son temps, cédant au piège de la société élisabéthaine moderne, avec ses jeunes gens élégants, sa musique frivole et ses troupes de comédiens n'ayant cure de Dieu ni de religion. Aux yeux d'Edgar, son fils montrait plus de déférence envers une cruche de vin ou la croupe d'une fille que pour les désirs de son propre père. Richard eût-il été l'aîné, Lord Cantwell ne se fût point inquiété pour l'héritage familial. Sa succession lui paraissait d'autant plus digne d'être bien servie qu'il avait toute sa vie œuvré avec assiduité pour la couronne, pour son pays et pour sa famille. Aussi rechignait-il à transmettre ce pouvoir chèrement conquis à un faquin d'ivrogne. Pris dans le tourbillon des responsabilités de la baronnie, après la mort inattendue de son père, Edgar s'était lancé dans une carrière d'homme public et avait appris à naviguer dans les eaux troubles de la politique. Au retour du jeune baron Cantwell en Angleterre en 1532, à l'insu de ce dernier, comme d'une grande partie du peuple anglais, le roi Henri avait déjà épousé en secret Anne Boleyn, et, cherchant à faire annuler son mariage avec Catherine, s'était lancé dans un conflit de haute lutte avec Rome. Les années suivantes avaient été extrêmement chargées pour Edgar, qui avait dû apprendre à diriger son domaine et entreprendre la construction de sa chapelle privée, la cathédrale Notre-Dame de Paris en miniature, édifiée en hommage à son père. Il avait dans le même temps essayé de trouver une épouse digne de lui et de prendre la place qui lui convenait au sein du Conseil des Marches étant donné ses compétences juridiques. Les liens qui unissaient Rome à l'Angleterre furent rompus petit à petit par une succession de manœuvres politiques. L'affaire culmina en 1534, quand le Parlement vota l'acte de suprématie. Ceux qui refusaient de reconnaître le roi Henri comme chef unique et suprême de l'Église d'Angleterre se rendaient coupables de haute trahison. Le baron Cantwell prêta serment en hâte, car il savait que se propageait à la cour la rumeur qu'il élevait un temple papiste sur ses terres de Wroxall. C'était un bon catholique, bien sûr. Mais les années passées à Paris, son amitié avec Jean Calvin et sa certitude secrète de la prédestination le rendaient suffisamment protestant pour savoir qu'il ne condamnait point son âme à la damnation en adoptant le parti du roi. Henri VIII fit pression sur Thomas Cromwell, qui, à son tour, pesa sur le Parlement. Et en fin de compte, les relations entre Rome et Londres furent rompues en 1536. L'acte contre l'autorité du pape paracheva la rupture. L'Angleterre était désormais un pays réformé. Edgar épousa Catherine Pick, femme sans grâce, issue d'une bonne famille qui, hélas, trépassa en accouchant d'un enfant mort-né, laissant le baron veuf et sans descendance. Il se jeta à corps perdu dans le travail et gravit peu à peu les échelons de la magistrature.
Sa fortune suivit celle de l'ascension puis de la chute de la troisième épouse d'Henri VIII, Jeanne Seymour, dont la famille était liée aux Cantwell. Quand le fils de Jeanne, Édouard, fut à son tour couronné roi d'Angleterre en 1547 et que son frère devint lord protecteur, Edgar eut l'honneur d'obtenir un siège à la Chambre des lords et au conseil privé. La réforme, selon Édouard, fut plus dure que celle de son père, et tous les vestiges du catholicisme romain furent mis à bas. Le démantèlement des églises catholiques fut exécuté dans une orgie de vitraux brisés, de statues décapitées, d'habits sacerdotaux brûlés. Le clergé fut délivré de ses vœux de célibat, les processions furent interdites, les reliques et les rameaux bannis. Quant aux autels de pierre, ils furent remplacés par des tables de bois. Depuis sa lointaine Genève, Calvin, l'ami d'Edgar, exerçait une forte influence sur les îles britanniques. La minuscule chapelle de Cantwell Hall survécut au tumulte, car elle se trouvait sur des terres privées, et le baron était un noble puissant et discret. Le vent tourna lorsque Marie Tudor succéda à son frère. Pendant les 5 années de son règne, elle tenta de restaurer la foi catholique. À présent, c'était au tour des protestants d'être brûlés sur les bûchers. Edgar redécouvrit aussitôt ses racines papistes, tandis qu'il épousait sa seconde femme, Juliana, issue d'une famille de Stratford-upon-Avon, demeurée catholique dans la clandestinité. De 15 ans plus jeune, Juliana lui donna tout de suite 2 filles, qui vinrent au monde catholique. Puis le pendule repartit dans l'autre sens. Après la mort de Marie Tudor, en 1558, sa sœur Élisabeth devint reine d'Angleterre et remit le protestantisme à l'honneur. Edgar suivit le mouvement, faisant la sourde oreille aux demandes de son épouse, qui continua d'entendre la messe en secret dans sa chapelle et fit l'éducation de ses filles en se fondant sur la Sainte Bible latine. Bien qu'il fût désormais d'un âge avancé, il eut un fils que Juliana baptisa John lors d'une cérémonie catholique clandestine. 5 ans plus tard, naquit Richard, dont la naissance entraîna la disparition dramatique de sa mère. À présent d'un âge vénérable, Edgar Cantwell payait le prix d'une longue vie de tourments et d'exercices de survie tant religieuse que politique. Prisonnier de ses infirmités, il ne quittait plus guère le manoir. Il ne s'était point rendu à la cour depuis 2 ans et, déplorait-il, la reine avait dû oublier jusqu'à son existence. Toutefois, son obsession quotidienne était son bon à rien de fils aîné. Il faisait chaud en cette belle journée d'été. Pourtant, Edgar ne cessait de se plaindre du froid. Il demeurait assis dans sa chambre près d'un bon feu, enveloppé d'un châle, les jambes enroulées dans une couverture. Il ne faisait montre d'aucun appétit, et ses selles étaient constamment liquides, ce qu'il attribuait au remède que ce maudit apothicaire de campagne lui prescrivait pour soigner sa goutte. Si le vieux Nostradamus avait été encore de ce monde, il l'eût mandé auprès de lui afin qu'il le délivrât de ses tourments. Depuis sa fenêtre, il entendit un éclat de rire mâle résonner dans le jardin. Sa mâchoire se serra brusquement de colère, et une douleur insensée fusa à travers son crâne, le faisant presque choir de son fauteuil. Il avala en hâte le vin qui restait dans sa bouteille, maculant de rouge son menton. Mieux valait s'engourdir l'esprit plutôt qu'avoir à endurer cette torture physique et mentale. Il regretta de ne point posséder le manuscrit de l'île de Wight, qui lui eût appris quand cesseraient ses souffrances. Dehors, son fils gloussa de nouveau, jacassant comme une fille. Légèrement enivré, John profitait de cette belle journée d'été. L'herbe était épaisse, d'un beau vert vif, et le soleil versait son or brûlant sur des fleurs du jardin qui irradiaient de 1000 couleurs. Il s'amusait au tir à l'arc, visant des cibles dessinées sur des bottes de foin, trop loin pour ses flèches apathiques. À chaque fois qu'il ratait son coup, son ami partait d'un rire convulsif qui le faisait s'écrouler dans l'herbe. « Incapable toi-même, Will !» s'écria John. « Tu ne saurais faire mieux !» Malgré sa jeunesse,
John Cantwell possédait le corps bien bâti d'un manant. Il avait davantage l'allure d'un buveur et d'un festoyeur que d'un aristocrate ou d'un lettré. Comme beaucoup de jeunes gens de l'époque, il se rasait, ce qui choquait fort son père. La barbe seyait mieux au menton Cantwell. Or le garçon n'était point beau. Le nez crochu des Cantwell n'était guère mis en valeur par ses yeux larmoyants, ses joues rebondies et son éternel rictus. Au cours des 2 années lamentables qu'il avait passées à Oxford, avant d'en être exclu pour avoir fomenté une émeute, sa brutalité faisait de lui la terreur des dames qui peuplaient le bordel local. Son camarade paraissait beaucoup plus civilisé. À 17 ans, il était fin, musclé, et son visage, orné d'un début de moustache et de bouc, respirait l'intelligence. Ses longs cheveux noirs lui tombaient dans le cou, contrastant fort avec sa peau d'albâtre. Il avait d'espiègles yeux bleus et un sourire enjôleur qui semblait ne jamais disparaître. Son élocution était claire et précise, et il dégageait un charisme auquel nul ne pouvait se soustraire. Il connaissait John Cantwell depuis l'enfance, car tous deux avaient fréquenté l'école royale de Stratford. Bien que Will fût un élève brillant, son père était marchand. Aussi n'avait-il point les moyens de l'envoyer à l'université. Quand John avait été renvoyé d'Oxford à son retour à Cantwell Hall, il avait retrouvé son ancien camarade et très vite, ils étaient redevenus amis, se divertissant de leurs excentricités mutuelles. Will prit une gorgée de bière dans l'outre et arracha l'arc des mains de son compagnon aviné. « En vérité, monsieur, je puis faire mieux. » Il saisit une flèche, visa et tira. L'engin fusa vif et droit et se planta au centre de la cible. « Allez au diable, monsieur Shakespeare !» grogna John. Son camarade lui adressa un large sourire, puis abandonna l'arc au profit de l'outre. « Rentrons !» fit John. « Il fait trop chaud pour se distraire ainsi. Allons plutôt dans la bibliothèque, ton lieu de prédilection. » Dans la bibliothèque de Cantwell Hall, Will était tel un enfant se trouvant seul dans une salle remplie de friandises. Il alla droit à l'un de ses livres préférés, Les Vies parallèles de Plutarque, s'en empara, puis alla s'asseoir sur un fauteuil près de la fenêtre. « Vous devriez me laisser l'emporter chez moi, John. J'en ferai meilleur usage que vous. » Le maître des lieux appela un domestique pour qu'il leur apportât de la bière. Ensuite, il s'écroula à son tour dans un fauteuil et répliqua. « Tu devrais le voler. Cache-le sous ta chemise, peu me chaud. » « Cela n'agréerait guère votre père. »« Il ne s'en apercevrait point. Il ne lit plus. D'ailleurs, il ne fait plus rien. Lorsqu'il vient en ces lieux, c'est uniquement pour serrer sur son cœur le livre et le caresser comme un vieux chien. » Il avait prononcé le livre avec une feinte révérence, tout en désignant avec mépris un ouvrage mis en valeur plus que les autres sur la première étagère, dont la tranche portait la date de 1527. « Ah !» fit Will en riant. « Le livre magique de Cantwell Hall. » Puis affectant une voix d'enfant, « Oh, dites-moi, monseigneur, quand sonnera donc pour moi l'heure fatale ?»« Aujourd'hui même, si tu ne te tais point, mon garçon. »« Et qui sera l'instrument du destin, ô mon maître ?»« Tu l'as devant les yeux, coquin !» s'écria John en renversant de la bière. « Vous !» ricana Will. « Et quelles légions fantastiques vous assisteront-elles dans cette sombre tâche ?» L'heure de la bagarre avait sonné. Les deux jeunes gens se levèrent face à face en riant de plaisir. Will chargea son ami qui, pour se défendre, empoigna le premier volume qui se présentait à lui et lui en asséna un bon coup sur le crâne. « Aïe !» s'écria l'autre en s'arrêtant pour se frotter la tête. Il se baissa ensuite pour ramasser le livre dont certaines pages avaient été arrachées par la violence du coup. « Par tous les dieux de l'Olympe, la tragédie s'abat sur cette bibliothèque !» fit-il d'un ton mélodramatique. « Vous avez déchiré les pages d'une tragédie grecque, déclenchant la colère de Sophocle. » Soudain, depuis la porte, s'éleva une voix qui les fit sursauter. « Vous avez gâté un des livres de père !» Le jeune Richard se tenait dans la brasure, les mains sur les hanches, telle une fille outragée. Il tremblait de colère,
Nul membre de la famille n'était plus sensible aux sentiments de son père, et il prenait personnellement ombrage du comportement de son frère. « Hors d'ici, garnement !» s'exclama John. « Non, je ne m'en irai point. Vous devez avouer à père votre méfait. »« Va-t'en, misérable ver de terre, ou j'aurai autre chose à confesser. »« Je ne m'en irai point, » s'entêta-t-il. « Alors c'est moi qui te mettrai dehors, maraud. » John bondit vers la porte de la bibliothèque. Le garçon fit volte-face et s'enfuit, mais pas assez vite cependant. Son frère le rattrapa au milieu de la grande salle d'apparat au moment où il s'apprêtait à plonger sous la table de banquet. L'aîné mit le plus jeune à terre et le chevaucha, les genoux posés contre ses épaules, afin de le réduire à l'impuissance. Il ne pouvait plus guère que cracher, ce dont il ne se priva point, décuplant l'ire de John qui se mit à lui bourrer le crâne de coups de poing, lui déchirant le cuir chevelu de sa chevalière. Un flot de sang jaillit, mettant fin à cette lutte injuste. Dans une bordée d'injures, l'aîné relâcha le cadet, tout en l'accusant d'avoir causé l'incident par sa propre insolence. Quelques minutes plus tard, il était revenu dans la bibliothèque où il buvait, maussade, en compagnie de Will, plongé dans un ouvrage. Soudain, apparut Edgar Cantwell, se traînant avec difficulté sur son pied douloureux, une lourde cape jetée sur les épaules. Son visage était terrifiant, mêlant la rage et le dégoût, et ses remontrances rauques et râpeuses glacèrent le sang de son fils. « Vous avez blessé mon garçon !»« Il s'est blessé tout seul ?» répondit John, avec une mimique d'ivrogne. « Shakespeare peut en témoigner. »« Je n'ai rien vu, monseigneur !» le contredit Will, qui essayait de se soustraire au regard du terrible vieillard. « Eh bien, messieurs, en tout cas, moi je constate que vous n'êtes qu'un ramassis de sots ivres, de bons à rien qui ne savent qu'écouter leur penchant oisif et libertin pour le péché. Vous, Shakespeare, êtes à la charge de votre père. En revanche, ce dépravé est la croix que je dois porter. »« Il va se marier, père, » coupa John avec impudence. « Bientôt, il sera à la charge d'Anne Hathaway. » L'hymen et la procréation sont des aspirations plus nobles qu'aucune des vôtres. L'ivresse et la fornication sont les seuls buts de votre existence pervertie. « Au moins, père, avons-nous quelque chose en commun ?» reprit-il en ricanant. « Voulez-vous un peu de vin ?» Dès lors, la fureur du vieillard ne connut plus de bornes. « Je suis non seulement votre père, mais je suis aussi homme de loi. Pauvre fou que vous êtes, et l'un des meilleurs d'Angleterre. Il y a des précédents en matière d'ultimogéniture, et je possède encore assez d'influence à la cour d'assises pour vous faire déclarer invalide afin d'élever votre frère cadet au rang d'héritier. Poursuivez cette conduite prodigue sans réformer votre caractère, et nous verrons bien ce qui adviendra. » Tremblant de colère, Edgar se retira, laissant les deux jeunes gens médusés. Enfin, John rompit le silence, et avec une gaieté forcée lança: « Et si j'envoyais un domestique nous chercher une bouteille d'hydromel au cellier ?» Il était tard, et toute la maisonnée s'était retirée. Les deux compères n'avaient point quitté la bibliothèque où ils avaient continué de boire, puis s'étaient assoupis avant de se réveiller, leur vin cuvé, pour s'enivrer de plus belle. Comme ils dormaient à l'heure du repas, une servante leur avait laissé un plateau chargé de victuailles. Les effets de l'alcool mêlés aux événements de l'après-midi avaient laissé John de méchante humeur. Tandis que son ami passait d'un livre à l'autre, il broyait du noir dans son coin. Soudain, dans la lumière des bougies, John formula la question qu'il ruminait depuis plusieurs heures. « Pourquoi devrais-je aspirer à autre chose qu'à jouir du vin et des femmes ? Pourquoi irais-je me tuer à la tâche en me consacrant aux livres et à l'étude et au travail ? Tout ici m'appartient. Bientôt je serai baron et je disposerai d'assez de terre et d'argent. Sauf si votre père change l'ordre de la succession. Croyez-vous que votre petit frère brutalisé vous octroierait une bourse et un pichet garni ? Ce ne sont que des paroles, rien de plus. Ah, je n'en suis pas si sûr. Ah, jeune William, soupira John,
Tu n'as point à porter le fardeau de la noblesse sur tes frêles épaules. En effet, quel fardeau! Je n'ai point le désir de m'amender, car j'ai toujours su qu'un jour mon heure viendrait. En revanche, je reconnais que, en ta qualité de manant, tu as dû, quant à toi, te fixer des objectifs élevés. Mais ils ne sont point si élevés? Vraiment, rit John. Ne désires-tu point devenir un grand acteur, écrire des pièces de théâtre, avoir tout Londres à tes pieds? Will répondit par un geste de comédie. Tout cela n'est rien. John déboucha une nouvelle bouteille d'hydromel. Tu sais, j'entretiens une aspiration dont je ne me suis jamais ouvert à quiconque et qui me confère certains avantages sur mon crapaud de frère. En dehors de votre stature? En effet, le livre. Je connais le secret du livre, ricana Cantwell. Il l'ignore, et ce pour encore bien des années. Mais même moi, je le sais. Uniquement parce que tu es mon ami et que tu as prêté serment. Ah oui, le serment, repartit Will d'un ton las. Ne prends point les choses à la légère. Fort bien, l'affaire est grave par Saint-Georges. John prit le manuscrit de l'île de Wight et vint s'asseoir près de son camarade. Il continua à voix basse, d'un ton de conspirateur. Je sais que ta foi n'est point aussi profonde que la mienne, pourtant je vais te confier mon idée. Will redressa la tête, soudain intéressé. Tu as lu l'épître? Tu connais l'histoire narrée par ce vieux moine, Félix? Peut-être la bibliothèque ne fut-elle point détruite en réalité. Peut-être existe-t-elle même toujours. Et si je la retrouvais et m'emparais des livres? Quel souci aurais-je ensuite de Roxhall? Si je possédais les clés de l'avenir, je deviendrais aussi riche que le plus grand seigneur d'Angleterre, plus célèbre encore que l'ami de mon père, le vieux Nostradamus qui, nous le savons, ne possédait qu'un fragment de pouvoir. Will l'observait qui s'enflammait, fasciné par ses yeux fous. « Que songez-vous donc à entreprendre? Vous rendrez-vous là-bas? »« Ouais, viens avec moi. »« Vous perdez l'esprit. Je dois me marier, non point à partir à l'aventure. Bientôt j'irai à Londres, sans aucun doute, mais voilà tout. De plus, la lettre de l'abbé me paraît fort douteuse. L'histoire est bonne, j'en conviens, mais ces moines roux aux yeux verts, c'est un conte sans réalité. Dans ce cas, j'irai seul. Je crois à l'authenticité de ce livre de toute mon âme, fit John avec véhémence. Je vous souhaite bon vent. Écoute, Will, car je n'en ai point terminé. Je refuse que mon frère apprenne le secret du manuscrit. Je veux dérober les papiers, tous. Sans les lettres de Félix, Calvin et Nostradamus, le livre ne vaut plus rien. Même si par la suite mon père révélait à Richard le secret, il n'aurait plus la moindre preuve permettant de le corroborer. Et que feriez-vous de ces documents? Je ne les détruirais point. Je les dissimulerai quelque part, dans un trou, derrière un mur, peu importe, la maison est vaste. Les yeux de Will se mirent à briller, et il se redressa. « Pourquoi ne point en faire un jeu? »« Quel genre de jeu? »« Une chasse au trésor, pardi! Cachons vos précieuses lettres, mais laissons des indices. Je rédigerai une énigme en forme de poème que nous dissimulerons à son tour. » John se mit à rire à gorge déployée, puis il remplit leur verre d'hydromel. « Je peux toujours compter sur ton génie pour me divertir, Shakespeare. Attelons-nous donc à la tâche. » Ils partirent explorer le manoir, pouffant comme des enfants à la recherche des meilleures cachettes, étouffant leur rire pour ne point tirer du lit les domestiques. Lorsqu'ils tinrent les premières bribes de leur plan, Will demanda à son complice des feuilles de parchemin et une plume. John savait où son père rangeait ses précieuses lettres. Elles se trouvaient dans un coffret de bois, derrière d'autres livres, sur l'étagère la plus haute. Il grimpa à l'échelle de la bibliothèque pour aller quérir son trophée et, en redescendant, entreprit de relire l'épître de l'abbé Félix, tandis que Will œuvrait, assis à la table. Il trempait sa plume dans l'encrier, écrivait un vers ou deux, puis s'arrêtait un instant pour réfléchir à la formule suivante en chatouillant sa joue de l'autre extrémité en quête d'inspiration.
Quand il eut fini, il agita la page au-dessus de sa tête pour faire sécher l'encre, puis la présenta à John. « Je suis fort satisfait de cet exercice, et vous devez l'être vous aussi. J'ai choisi la forme du sonnet, ce qui ajoute à la subtilité de l'entreprise. » John se mit à lire, se tortillant de plaisir sur sa chaise. Quand elle... Oh là! Quelle ingéniosité! Je vous en remercie, fit Will avec fierté. J'ai pris la liberté de signer, bien que je doute que ma vanité soit jamais démasquée. John se tapa sur les cuisses. Les énigmes sont complexes, mais point insolubles. Le ton est enjoué, sans être frivole. L'ensemble sert fort bien notre but. En vérité, je suis des plus satisfaits. À présent, allons enterrer notre trésor tels deux fiefés pirates naufragés sur une île. Ils revinrent dans la grande salle d'apparat et allumèrent d'autres chandelles pour se faciliter la tâche. Le premier indice fut inséré dans l'un des grands chandeliers qui éclairaient la table de banquet. John en avait démonté un pour s'assurer qu'on y pût glisser quelques feuilles de parchemin roulé. Will avait suggéré qu'on divisât l'épître de l'abbé Félix en deux parties, constituant un premier et un dernier indice, la fin du texte contenant la révélation la plus importante. John fit donc pénétrer son rouleau, puis il remboîta le chandelier, cognant la base au sol, sur le tapis, pour être certain qu'il tint bon. Le deuxième indice, la lettre de Calvin, nécessita davantage d'efforts. John alla quérir dans la grange un maillet, un ciseau, une vrille et de quoi confectionner du mortier. 1 heure plus tard, ruisselant de sueur, ils avaient réussi à arracher l'un des carreaux de faïence de la cheminée et à creuser un trou profond derrière. Ils y insérèrent la lettre roulée, puis un bouchon pour la protéger avant de remettre en place le carreau. Pour se reposer après tant d'efforts, ils allèrent se sustenter aux cuisines, où ils firent la razzia sur le garde-manger, y prélevant du pain et du mouton froid, ainsi qu'une bonne bouteille de vin en forme d'oignon, d'un vert foncé opaque. Le mi-temps de la nuit était bien passé, mais l'ouvrage n'était point achevé. La lettre de Nostradamus et la page de titre de ses prophéties devaient trouver leur place dans le beffroi de la chapelle. Tant qu'ils ne faisaient point sonner la cloche par maladresse d'ivrogne, ils ne risquaient guère d'être découverts, si loin du manoir. La tâche leur prit plus de temps que prévu, car la planche résistait à leurs efforts. Quand enfin ils parvinrent à l'arracher, ils surent faire bon usage de leur bouteille, qui devint le réceptacle préservant l'indice suivant. La planche fut remise en place, et Will alla jusqu'à y graver une petite rose de la pointe de sa dague. Il craignait que l'aube ne vînt avant qu'ils eussent réussi à cacher le dernier indice. Aussi procédèrent-ils en hâte, se livrant à une besogne que, sans l'aide du vin, ils n'eussent point eu le courage d'accomplir. Ils retournèrent au manoir, sentant la sueur et crottés comme des pourceaux, se retirant dans la bibliothèque à l'instant où l'aurore aux doigts de rose écartait les premiers pans de la nuit. John accueillit avec joie l'idée formée par Will pour dissimuler son poème, applaudissant devant sa perfection. Le jeune homme découpa un morceau de parchemin et en fit un pseudo-feuillet de garde. Enfin, épuisés, ils retournèrent aux cuisines, soulagés que les domestiques ne fussent point encore levés. Très versé dans les livres, Will savait préparer de la pâte de relure à partir de farine de blé mouillée, et, quelque temps plus tard, il disposait de la colle blanche nécessaire pour sceller le poème à l'intérieur de la couverture du manuscrit de l'île de Wight. Quand ils en eurent fini, ils remirent en place le lourd ouvrage. La bibliothèque sortait des ténèbres à mesure que le soleil montait à l'horizon, et le manoir commençait à vibrer de son activité quotidienne. Ils s'avachirent sur des sièges en proie au plus ardent fou rire. Quand leur hilarité cessa, ils se redressèrent, le cœur encore battant, prêts à sombrer dans les bras de Morphée. « Tous ces efforts, je le crains, auront été vains, car tantôt vous irez défaire ce bel ouvrage afin de vous approprier les lettres. »« Tu as sans doute raison, » fit John avec un sourire las. « Toutefois, l'exercice fut fort divertissant. »« Un jour, j'écrirai une pièce sur ce thème, » ajouta Will en fermant ses yeux rougis. Son camarade ronflait déjà. « Je l'intitulerai
beaucoup de bruit pour rien. Chapitre 27. L'automne était arrivé quand John Cantwell se lança enfin dans la quête à laquelle il s'était voué depuis la nuit où il l'avait dévoilée à son ami dans les vapeurs de l'alcool. Lors, il était bien au chaud et au sec dans la bibliothèque paternelle. À présent, il traversait le détroit de Solent, frissonnant, trempé par les paquets de mer. Une forte brise soufflait depuis la terre, et il fallut sortir quelques shillings supplémentaires pour persuader le capitaine du petit bateau, qui effectuait de coutume la traversée, de se lancer ce jour-là. John n'avait point le pied marin, aussi passa-t-il tout le voyage penché sur le plat-bord. Arrivé à Coves Harbour, il alla droit vers la taverne la plus miteuse, où il s'offrit à boire. Puis il discuta avec les hommes les plus âgés pour déterminer qui étaient les larrons les plus endurcis de l'île. Il ne prit point la peine de chercher un gîte pour la nuit, car il comptait travailler tandis que les bonnes gens dormiraient. Durant la soirée, il engloutit des pintes et des pintes de blonde, et une grosse assiété de mauvais ragoût. Ayant ainsi repris des forces, il attendit au clair de lune le retour de ses hommes, partis chercher des cordes, des pioches et des bêches. À minuit, John Cantwell et les 3 compères qui l'assistaient quittèrent la taverne, une lanterne à la main, empruntant un chemin à travers les bois. Jamais ils n'étaient à plus de quelques centaines de mètres de la mer. Le ressac rythmait leur marche et, au-dessus d'eux, s'époumonaient les goélands. Peu à peu, la brise fraîche et salée du Solent grisa John et lui éclaircit l'esprit. La nuit était froide. Il remonta sa cape bordée de fourrure par-dessus son pourpoint noir à col haut et enfonça sa casquette sur ses oreilles. Il suivait les hommes de l'île sans prêter attention à leur conversation, absorbé dans ses propres pensées, rêvant de richesse et de pouvoir. Au départ, les vieux de la taverne s'étaient montrés taciturnes, soupçonneux, jusqu'à ce que la bière et les shillings leur déliassent la langue. L'abbaye n'était plus qu'une ruine, lui apprirent-ils, grâce aux sbires de Thomas Cromwell qui avait pris soin de la détruire sous le règne du roi Henri VIII. Comme presque tous les sanctuaires catholiques d'Angleterre, elle avait été mise à sac, pillée, et les gens du village avaient été autorisés à en prélever les pierres pour construire d'autres édifices. La confrérie des moines s'était largement dispersée. Toutefois, demeurait une poignée d'irréductibles qui traînaient encore dans les parages, refusant catégoriquement d'abandonner l'ancienne terre sacrée. Les vieillards, en revanche, n'avaient point entendu parler de bibliothèque, et la question de ce riche noble venu de ces terres lointaines les avait fait rire. Toutefois, en insistant un peu, un pêcheur au trait buriné s'était souvenu qu'enfant, alors qu'il passait dans les parages de l'abbaye avec son grand-père, il avait joué dans un creux herbu, sorte de dépression carrée. Son aïeul lui avait aussitôt intimé l'ordre de revenir auprès de lui et lui avait flanqué des coups de canne, tout en lui interdisant de s'approcher de cet endroit qui, d'après la légende, était hanté par les fantômes de moines encapuchonnés et vêtus de longues robes noires. Cette histoire fit tout de suite dresser l'oreille à John, qui décida de commencer là ses recherches. Ainsi donc, se dirigeait-il vers ces lieux dans le clair de lune, quand soudain les ruines de la cathédrale apparurent. Même dans cet état désolé, l'édifice demeurait impressionnant. En approchant, John constata que la flèche avait disparu et que les murs étaient à moitié écroulés. Les fenêtres qui subsistaient n'avaient plus de vitraux et partout croissaient graminées et mauvaises herbes. D'autres bâtiments émergeaient des ténèbres, certains démolis, d'autres intacts. Parmi une rangée de constructions en pierre, des volutes de fumée s'échappaient d'une cheminée. Ils firent un large détour et prirent la direction d'un pré distant, plus proche du rivage. Les hommes savaient où se trouvait la dépression carrée et se mirent à grommeler en approchant. Ils ignoraient jusqu'alors la malédiction qui frappait l'endroit, et les paroles du vieux pêcheur résonnèrent soudain à leurs oreilles comme un funeste présage.
les rendant nerveux. John prit l'une des torches et inspecta les lieux. Dans les ténèbres, il était difficile de discerner des limites. Les herbes hautes descendaient vers une sorte de cuvette profonde d'environ 2 pieds. Aucun autre élément ne se distinguait. Rien de précis n'invitait à choisir de commencer à tel ou tel endroit. Le jeune aristocrate haussa les épaules et, au hasard, décida de creuser là où il se trouvait. Il fit signe aux hommes de se mettre à l'ouvrage. Dans un premier temps, les villageois hésitèrent, mais John leur offrit une compensation supplémentaire. Ils se lancèrent dans leur besogne à vive allure, arrachant peu à peu les mottes de ce sol riche et meuble. 2 d'entre eux avaient été fossoyeurs, et ils étaient capables de remuer des quantités de terre colossales. Au bout d'1 heure, ils avaient excavé un trou conséquent. 1 heure encore, et c'était devenu une véritable fosse. John arpentait le bord, en sautant au fond de temps à autre pour examiner de plus près, à la lumière d'une torche, le sol brun, humide, qui dégageait une bonne odeur de terre fertile. Soudain apparurent des morceaux de bois calciné et une couche de cendre. Son cœur se mit à battre plus vite. « Il y a eu un incendie ici !» s'exclama-t-il. Ses compagnons n'y prêtèrent guère attention. L'un d'eux lui demanda jusqu'à quelle profondeur il voulait que l'on creusât. Il leur répondit simplement de se taire et de poursuivre leur tâche. Par-dessus le criaillement des mouettes, John entendit soudain un coup résonner. Une bêche avait heurté une pierre. Il bondit dans la fosse et se mit à gratter le sol du bout de sa botte, mettant au jour une dalle. Il empoigna alors l'instrument et l'enfonça un pas plus loin. Là encore résonna la pierre. Il recommença l'opération ailleurs. Toujours la pierre. « Dégagez-moi bien le fond de ce trou !» fit-il, l'œil brillant. Bientôt, une surface plate apparut, composée de dalles ordonnées avec soin et depuis longtemps enterrées. Il leur commanda ensuite de prendre leurs pioches pour voir ce qu'il y avait sous les pierres. Nerveux, les hommes débattirent quelques instants de ce qu'il convenait de faire, mais ils s'exécutèrent et 1 demi-heure plus tard, 3 grosses dalles avaient été retirées. John se mit à 4 pattes pour les examiner de près. Il s'aperçut qu'elles reposaient sur 2 grosses poutres. Sans hésiter, il plongea la main dans l'espace laissé par les pierres, enfonçant tout le bras sans rien rencontrer. Prenant une poignée de terre, il la lança dans le trou béant. Il fallut une bonne seconde avant qu'il entendit un bruit de chute en contrebas, sur une surface dure. « Il y a une chambre là-dessous. Il faut descendre. » Les villageois reculèrent à l'autre bout de la fosse. Ils se rassemblèrent, discutèrent entre eux à voix basse, puis déclarèrent d'une seule voix qu'ils refusaient de poursuivre, car ils avaient trop peur. John les supplia, leur proposa davantage d'argent. Enfin, de rage, les menaça sans le moindre effet. En retour, ils l'injurièrent et sortirent du trou. Il ne réussit qu'à leur acheter leurs cordes et une torche. L'instant d'après, il était seul dans la nuit noire. Son excitation était telle que la peur n'avait guère de prise sur lui. Il attacha solidement la corde à l'une des poutres, puis la laissa se dérouler dans l'antre ténébreux. Il entendit l'autre extrémité retomber sur le sol. Ensuite, il y jeta la torche. Elle resta enflammée et il découvrit une zone dallée ainsi qu'une sorte de mur irrégulier. Il prit une profonde inspiration, banda ses forces, passa les jambes dans le trou, saisit la corde et l'entoura de ses pieds afin de se laisser descendre doucement. Dans la salle, l'air était rance et figé. Il progressait avec lenteur, inquiet de l'obscurité, se concentrant sur la lueur rassurante de la torche. Il avait franchi presque 7 mètres. Il ne lui en restait plus que 3. Il regarda alors en bas, mais la fumée qui montait lui piqua les yeux. « Ah !» Son cri retentit dans sa tête tandis qu'il perdait l'équilibre et chutait lourdement sur un amoncellement de squelettes humains. Ses pieds atterrirent sur un fagot de tibia, se dérobant sous lui, ce qui lui évita de se rompre le cou. Sa hanche droite heurta un crâne qui s'écrasa sous son poids. Il gisait à présent sur le sol de la chambre souterraine, nez à nez avec des orbites vides, haletant de peur, de douleur. « Que Dieu me garde !» Il tourna la tête affolé et découvrit par terre tout autour de lui des os jaunis,
mais aussi empilés sur des étagères le long du mur. Il se trouvait dans des catacombes. Il n'y avait pas le moindre doute. Une seconde vague de panique le saisit lorsqu'il réalisa qu'il s'était grièvement blessé. Il ne pourrait point remonter à la surface. Ainsi demeurerait-il là pour l'éternité, squelette parmi les squelettes. Il s'assit et avisa ses membres. Ses bras et ses jambes se mouvaient sans difficulté. En revanche, il éprouvait une violente douleur à la hanche droite. Le seul moyen de savoir si la blessure était grave consistait à se remettre debout pour s'assurer que sa jambe le portait encore. Aussi se mit-il d'abord à genoux, puis peu à peu se redressa, pesant progressivement sur sa jambe droite. Dieu merci, sa hanche tint bon, et il soupira en constatant qu'elle était meurtrie sans être brisée. Il fit un pas en avant et ferma les yeux en entendant les os craquer sous son pied. Il parvint à aller, en boitant, jusqu'à la torche qu'il ramassa. John traversa la salle avec peine, essayant de ne point écraser d'ossements, s'habituant peu à peu à la présence étouffante de la mort. Il y avait là des centaines de corps, peut-être des milliers. Certains n'étaient plus que des squelettes nus, d'autres s'étaient desséchés, momifiés, et gardaient encore des vestiges de cheveux roux et des lambeaux d'étoffe brune. Il tentait de se concentrer sur son objectif. La bibliothèque de Félix existait-elle encore ? Il ignorait s'il s'enfonçait plus avant dans les catacombes ou s'il allait dans une direction plus favorable à ses desseins. Mais, dans la lueur de la torche, il avançait d'un pas lent et décidé. Apparut soudain une arche et, malgré la douleur, il pressa le pas, comme s'il fuyait les cadavres. Tout à coup, il se trouva en effet dans un environnement très différent. Il se tenait à présent dans une pièce immense dont il distinguait mal les limites. À 1 mètre de lui, il avisa le coin d'une table de bois. Il s'approcha et constata qu'elle était fort longue et flanquée d'un banc sur le côté. Il la suivit, touchant sa surface lisse. Quelques objets étaient posés dessus et il en prit un pour l'examiner. Un encrier de terre cuite. Il tendit le bras en hauteur pour éclairer plus loin et découvrit d'autres tables et d'autres bancs. C'est alors qu'il remarqua les traces sur le sol dallé. Brun rouille. Du sang. Des flots de sang avaient inondé cette salle. C'était donc vrai, songea-t-il avec un frisson d'exaltation. L'épître de l'abbé Félix disait la vérité et, plus important encore, le scriptorium existait toujours. Par conséquent, la bibliothèque avait certainement survécu, elle aussi. Il suivit pas à pas la file des tables, touchant chacune d'elles au passage. Il y en avait 15. En arrivant à la dernière, il se sentit un instant déçu de ne voir qu'un mur. Puis il s'approcha et distingua une porte de bois munie de lourds gonds de métal. Il poussa dessus de toutes ses forces et brandit sa torche à l'intérieur. Il tomba aussitôt à genoux et se mit à pleurer de joie. La bibliothèque, elle existait bel et bien. Elle n'avait point été détruite par l'incendie. À sa gauche s'élevaient d'immenses étagères de bois garnies d'énormes volumes reliés de cuir. À sa droite, un meuble identique et au centre une mince allée, laissant juste la place à un homme de passer. Il se redressa et, médusé, pénétra en boitant dans la salle. De part et d'autre s'alignaient des rangées et des rangées de volumes qui se prolongeaient dans les ténèbres sans fin. Il s'arrêta pour consulter un des manuscrits. Il était en tout point identique à celui de Cantwell Hall, à cette différence qu'il portait la date de 1043. Il le remit à sa place et reprit sa progression. Jusqu'où cette salle continuait-elle ? Il poursuivit sa lente progression pendant ce qui lui parut être une éternité. En dehors des grandes abbayes et des palais de Londres, il n'avait jamais vu pareille structure. Enfin, il atteignit un autre mur. Au milieu s'ouvrait une arche qu'il franchit. À ce moment, il crut entendre un léger froissement. Y aurait-il des rats ? Songea-t-il. Il se trouvait dans une seconde salle, apparemment identique à la première. D'immenses bibliothèques bordaient l'allée, plongeant dans les ténèbres. Il regarda la tranche du livre le plus proche, 1457. Son esprit bouillonnait.
À présent qu'il avait découvert son trésor, comment allait-il faire pour le rapporter ? Il devait mettre la main sur les manuscrits de 1581 et suivants. Là commençait le profit. Il lui faudrait réfléchir à la manière d'exhumer les livres de cet endroit. Il ne s'attendait guère à pareil succès et n'y était point préparé. Toutefois, il avait confiance en son intelligence et il était certain de réussir à mettre au point un plan dès que son cœur cesserait ainsi de cogner à tout rompre, l'empêchant de penser. À chaque nouvelle bibliothèque, il s'arrêtait pour vérifier la date. Quand il découvrit l'année 1573 gravée sur une tranche en lettres d'or, il tourna dans la contre-allée. 1575, 1577, 1580, et enfin 1581, le présent. Il y avait environ une douzaine de livres portant le même numéro. Il resta planté devant, comme un animal traqué. Sous ses yeux s'étalait le pouvoir ultime en ce monde, celui de voir l'avenir. Nul autre sur terre que John Cantwell ne pouvait dire qui allait naître et qui allait mourir. Sa poitrine se gonfla d'orgueil. Son père s'était bel et bien trompé. Il était devenu quelqu'un. D'un geste lent et solennel, il tendit la main vers l'un des volumes. Il ne vit jamais le coup venir, ne ressentit aucune douleur, ne sentit d'ailleurs plus jamais rien. Le caillou lui défonça le crâne, et la matière grise aussitôt se répandit dans un flot de sang. Il s'écroula sur place comme une poupée de chiffon. Frère Michael héla son compagnon, à quelques pas derrière lui, dans le noir. « Tout est fini, il est mort. »« Que Dieu nous pardonne, » répondit frère Emmanuel, surplombant le cadavre. Il se baissa pour ramasser ce qui subsistait de la torche avant qu'elle ne mît le feu aux manuscrits des étagères les plus basses. Tous deux s'agenouillèrent et se mirent à prier. Les jeunes moines avaient aperçu l'équipée lorsqu'elle était passée près de leur bâtiment. Ils l'avaient suivie dans la nuit, observant les hommes tandis qu'ils se mettaient à creuser. Quand les villageois s'étaient enfuis, ils étaient demeurés là, épiant le gentleman. Lorsque John Cantwell descendit dans les entrailles des catacombes le long de sa corde, ils se signèrent et lui emboîtèrent le pas, se glissant comme des serpents après lui. Frère Michael était courroucé par cette intrusion, et il enrageait d'avoir eu à ôter la vie d'une créature du Seigneur. « Mais quel est donc cet endroit ?» fit-il avec sécheresse. Son compagnon, un peu plus âgé, était un homme moins physique, plus cérébral. « C'est sans doute une ancienne bibliothèque sacrée, créée par les frères qui dorment en paix dans l'ossuaire par où nous sommes entrés. Elle fut scellée pour des raisons précises, lesquelles je ne puis le dire. Tout cela ne nous concerne point, et moins encore ce vil intrus, assurément. Prendre une vie est un grand péché, mais dans sa miséricorde, le Tout-Puissant nous pardonnera. À présent, quittons ces lieux. Je propose que nous remettions les dalles en place, puis la terre, et que nous ne disions mot de tout cela à quiconque. Garderas-tu le secret toi aussi, mon frère ? Oui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi laissèrent-ils le corps de John Cantwell gisant là où il s'était écroulé, et rebroussèrent chemin jusqu'à la corde grâce à la torche. Le cadavre entama ainsi un lent processus de dessiccation. Pas un humain ne poserait à nouveau les yeux sur lui pendant les 366 prochaines années. Un mois passa, puis un deuxième, un troisième. Tous les matins, Edgar Cantwell demandait si quelqu'un avait des nouvelles de son fils John. L'automne céda la place à l'hiver, l'hiver au printemps. Et peu à peu le vieil homme en vint à accepter que son fils aîné avait bel et bien disparu. Nul ne connaissait sa destination lorsqu'il avait quitté en secret Cantwell Hall. Aussi nul ne savait ce qui avait pu advenir de lui. Un jour, Edgar alla prier dans sa chapelle pour que Dieu le guidât. De plus en plus fragile et confus, il crut entendre la voix du Seigneur lui conseiller de révéler à son plus jeune fils, Richard, le secret du manuscrit de l'île de White.
En sortant de la chapelle, il demanda à ses domestiques de l'emmener dans la bibliothèque. Ils l'installèrent sur une chaise et il leur ordonna ensuite de grimper à l'échelle pour aller quérir un coffret de bois dissimulé derrière la dernière étagère. Son valet s'exécuta, déplaça plusieurs livres avec l'aide des autres domestiques, puis annonça qu'il avait trouvé la précieuse boîte. Il la descendit à son maître et la déposa sur ses genoux. Le vieillard n'avait point tenu entre ses mains le coffret depuis bien longtemps. Il était heureux de pouvoir passer un moment en compagnie de ces papiers, vieux amis d'autrefois, qui lui évoquaient tant de moments de sa jeunesse. L'épître de l'abbé Félix, qui exaltait tant son imagination jadis, la page énigmatique contenant une date très loin dans le futur, la lettre de Calvin, plus chère à son cœur que toutes les autres, car elle lui rappelait un ami, enfin celle de Nostradamus, souvenir de cet homme qui l'avait arraché à une mort certaine. Il souleva le couvercle d'un geste lent et recueilli. Le coffret était vide. Edgar resta bouche bée. Il s'apprêtait à ordonner à son valet de remonter sur l'échelle, quand il sentit une explosion dans sa poitrine et une douleur fulgurante. Il était presque mort quand son corps frêle tomba de la chaise. Ses domestiques ne purent rien faire d'autre que d'appeler ses enfants en hâte auprès de lui. Son fils Richard fut le premier sur les lieux, à jamais dans l'ignorance du secret de l'abbaye de l'île de Wight, qui venait de disparaître avec son père. Chapitre 28. Will et Isabelle étaient restés dans la bibliothèque, la lettre de Nostradamus posée devant eux sur la table. L'énormité de leur découverte des 2 derniers jours les laissait sans voix. Chacune d'elles semblait plus capitale encore que la précédente. Ils avaient le sentiment d'être dans l'œil du cyclone. Tout autour d'eux paraissait parfaitement paisible, routinier. Toutefois, ils savaient que tout près de là faisait rage une tempête d'une violence épouvantable. « Notre livre a exercé une profonde influence sur de grands hommes, » murmura la jeune femme. « Quand tout cela sera terminé, je me précipiterai pour acheter les quatrains de Nostradamus et je les lirai d'un œil neuf avec le plus grand sérieux. » « Et si c'était votre manuscrit qui avait fait la grandeur de Calvin et de Nostradamus ?» avança Will en sirotant son café. « Sans lui, il ne serait peut-être pas sorti du lot. » « Et s'il était aussi la source de notre grandeur à nous ?» Et voilà, ça recommence, s'exclama-t-il en riant. Je sais que ça devient de plus en plus dur pour vous d'envisager de garder tout ça secret, mais je préfère que vous meniez une longue vie anonyme plutôt qu'une courte existence célèbre. Nous devons maintenant trouver le dernier indice, dit-elle pour couper court. Mais je ne vois pas comment il pourrait dépasser les 3 premiers. Quand j'y pense, vous vous rendez compte de l'importance de nos découvertes ? Will eut soudain envie d'appeler Nancy pour la remercier de sa contribution. À cette heure-là, elle était au travail. Ça concerne un fils qui fut un trouble fait. Je ne sais pas par où commencer, répliqua-t-elle en fronçant les sourcils. Soudain, elle entendit que son grand-père l'appelait depuis la grande salle d'apparat. « Grand-père, nous sommes dans la bibliothèque !» lui hurla-t-elle. Lord Cantwell apparut, un journal sous le bras. « J'ignorais où vous étiez passé ce matin. Bonjour, monsieur Piper. Toujours là, à ce que je vois ? » ?»« Oui, monsieur, j'espère pouvoir repartir demain. »« Ma petite fille se serait-elle mal occupée de vous ? » ?»« Bien au contraire, elle est formidable. Mais il faut que je rentre à la maison. »« Grand-père, » interrompit-elle. Y a-t-il eu selon vous dans la famille des gens dont la conduite n'aurait pas été irréprochable ? À part moi, tu veux dire ? Oui, hormis vous, répondit-elle d'un ton enjoué. Eh bien, mon arrière-grand-père a perdu une bonne partie de la fortune familiale en spéculant avec un armateur. Si se faire plumer entre dans la catégorie des mauvaises conduites, alors tu peux l'y inclure. Non, je pensais à quelque chose de plus ancien.
Compte-t-on des gens peu fréquentables, disons au XVIe siècle? Comme je te l'ai déjà dit, le vieil Edgar Cantwell fait office de brebis galeuse. Il a retourné sa veste je ne sais combien de fois, oscillant entre la foi catholique et le protestantisme au gré des souverains en place. La méthode était assez opportuniste, si je puis en juger. Néanmoins, il n'a pas fini ses jours dans la tour de Londres, et il a gardé sa tête sur ses 2 épaules. N'y a-t-il rien de pire que cela? Eh bien... En voyant son expression, Isabelle pensa qu'il touchait au but. Je vous écoute. Il y a bien aussi le frère d'Edgar Cantwell, William. Nous avons un petit portrait de lui, enfant, accroché quelque part. En 1500 quelque chose, il a tué son père, Thomas Cantwell, de manière accidentelle. Il y a un grand tableau du baron à cheval sur le mur sud de la grande salle d'apparat. Oui, je vois lequel c'est. Fit-elle de plus en plus intriguée. Qu'est-il arrivé ensuite à William? Lord Cantwell fit semblant de se trancher la gorge. Je pense qu'il a mis fin à ses jours. Toutefois, je ne sais pas quelle est la part de vérité dans toute cette histoire. Quand était-ce? En quelle année? Dieu seul le sait. Le plus simple serait d'aller vérifier sur sa pierre tombale. Will et Isabelle se regardèrent et bondirent en même temps. Vous croyez qu'il est enterré dans le cimetière familial? Je ne le crois pas. Je le sais. Vous disposez d'un lieu de sépulture privé sur vos terres? Demanda Will d'une voix si forte que le vieillard sursauta. Suivez-moi, s'écria la jeune femme en se précipitant dehors. Le vieux baron secoua la tête, s'assit sur l'une des chaises demeurées vides et entreprit de lire son journal. Le cimetière privé des Cantwell se trouvait dans une clairière à l'extrémité de la propriété. L'endroit ne recevait guère de visites, car voir la tombe de son épouse jouxtant le lopin réservé pour lui était trop éprouvant pour le vieux baron. Isabelle y venait de temps à autre, en général par une belle matinée d'été, où la gaieté naturelle compensait la sombre gravité des lieux. Il y avait plusieurs semaines que personne ne s'était soucié de l'entretien, et l'herbe était haute. Les graminées, montées en graines, commençaient à sécher, ployant paresseusement contre les pierres tombales. Il y avait là environ 80 sépultures. C'était petit pour un cimetière de village, mais assez vaste pour une seule famille. Les Cantwell n'étaient pas tous enterrés là, bien sûr. Au fil des siècles, beaucoup étaient tombés au champ d'honneur, en Angleterre ou en terre étrangère. En arrivant dans la clairière, Isabelle expliqua à Will combien il avait été difficile pour son grand-père d'obtenir l'autorisation d'inhumer là sa femme. les règles d'hygiène. Fit-elle d'un ton sec. Et les traditions, alors? L'idée d'un cimetière familial me plaît, fit doucement Will. J'ai choisi ma parcelle. Là-bas, sous ce vieux pommier magnifique. C'est un bel endroit, mais ne soyez pas trop pressés. Je n'y peux rien de toute façon, n'est-ce pas? Nous sommes tous prédestinés, rappelez-vous. Très bien. Voyons où se trouve notre pêcheur. La pierre tombale de William Cantwell était l'une des plus petites du cimetière, disparaissant presque sous la végétation. Aussi, n'est-ce qu'au terme d'une recherche méthodique à travers les inscriptions des pierres tombales qu'ils découvrirent la sépulture, à peu près au centre. Seuls son nom et la date de 1532 y étaient gravés. L'ultime est près d'un fils qui fut un trouble fête, récita Will. J'imagine qu'il va nous falloir creuser. Isabelle alla chercher 2 pelles dans la remise du jardin. Ils avaient beau être isolés, ils se mirent au travail avec une certaine culpabilité, regardant tout autour d'eux comme s'ils commettaient un forfait. Oh, je n'ai encore jamais déterré un mort, dit-elle en riant jaune. Moi, oui. C'était des années plus tôt, dans l'Indiana. Mais il n'allait pas se lancer dans une histoire, d'ailleurs elle ne lui posa aucune question. Je me demande à quelle profondeur on inhumait les gens autrefois. C'était Will qui faisait le plus gros du travail, et il transpirait. Il y avait 2 autres tombes toutes proches. Aussi n'avait-il pas assez de place pour travailler côte à côte. Il retira sa veste, son pull, et se mit à creuser avec ardeur, accumulant sur la sépulture voisine un tas de terre riche d'un brun sombre. Au bout d'1 heure,
Ils commencèrent à se décourager et à se demander si, tout bien réfléchi, William était vraiment enterré là. Will sortit du trou et s'assit dans l'herbe. Le soleil de cet après-midi d'automne ne dissipait pas la fraîcheur de l'air. Au-dessus de leur tête, le pommier d'Isabelle murmurait ses secrets frémissants. C'était le tour de la jeune femme. Aussi sauta-t-elle au fond de la fosse, telle une petite fille se jetant dans une piscine. Ses 2 pieds touchèrent le fond en même temps. Il y eut un curieux écho. Isabelle et Will se regardèrent en s'interrogeant. « C'est quoi ce bruit ?» Elle se mit aussitôt à 4 pattes et, empoignant la pelle par le bout, entreprit de gratter le fond, atteignant bientôt une surface métallique rugueuse. « Mon Dieu, Will, je crois bien que je l'ai trouvé !» s'écria-t-elle. Elle creusa autour de l'objet et dégagea un rectangle d'environ 25 cm sur 45. Sous les yeux de son compagnon, elle enfonça la pelle latéralement et poussa pour dégager l'objet. C'était une boîte en cuivre très abîmée. Dessous apparut le bois pourrissant et verdâtre d'un cercueil. Elle tendit la boîte à Will. Le métal avait souffert et semblait recouvert d'une épaisse patine vert-noir. C'était manifestement une belle boîte ouvragée aux petits pieds ronds. Les bords du couvercle avaient été scellés par un matériau rouge durci. Will y enfonça l'ongle de son pouce et réussit à en arracher quelques copeaux. On dirait de la cire pour cacheter les lettres ou bien faire des bougies. Il voulait que la boîte soit étanche. « J'espère que ça a marché !» fit-elle pleine d'espoir, à présent à ses côtés. Ils eurent la délicatesse de remettre la terre en place avant de s'occuper du coffret, faisant néanmoins aussi vite que possible. Dès qu'ils eurent terminé, ils coururent aux cuisines, où Isabelle s'arma d'un robuste couteau à huîtres. Elle ôta petit à petit toute la cire, puis, comme un enfant le jour de Noël, fit sauter d'un coup le couvercle. Il y avait là 3 feuilles de parchemin, tachées de vert de gris, mais encore sèches et lisibles. Elle sut tout de suite de quoi il s'agissait. « Will, murmura-t-elle. C'est la suite de l'épître de l'abbé Félix. » Assis à la table de la cuisine, Will voyait le regard d'Isabelle bondir d'un mot à l'autre. Il l'exhorta à lui traduire le texte à la volée. Aussi commença-t-elle, très lentement. « En ce 9e jour de janvier de l'an de grâce 1297, advint la fin de la bibliothèque et de l'ordre des noms. Les scribes, dont le nombre dépassait grandement la centaine, se conduisaient désormais de bien étranges manières, ne manifestant plus leur diligence coutumière. On eût dit qu'un voile mortuaire s'étendait sur eux. Il émanait d'eux une lassitude ineffable, puisqu'ils ne pouvaient parler ni s'exprimer en aucune manière. La veille de ce jour funeste se produisit un événement qui augurait de la suite. L'un des scribes viola de manière insensée les lois des hommes et du Seigneur en prenant sa propre vie au moyen de sa plume, qu'il enfonça dans son œil jusqu'à la cervelle. Enfin, le dernier jour, je fus mandé à la bibliothèque, où je découvris un spectacle dont le souvenir, jusqu'à ce jour, me glace le sang. Chacun des scribes, je désigne en cela tous les garçons et les hommes aux yeux verts, se perça un œil de sa plume, causant ainsi sa propre mort. Sur son pupitre, chacun d'eux avait laissé une page ultime dont beaucoup étaient maculés de sang. Or, sur chaque page étaient écrits les mêmes mots, 9 février 2027. Finis dierum. Leur labeur était achevé. Ils n'avaient plus nul nom à écrire. Ils avaient atteint la fin des temps. Le grand Baldwin, dans sa suprême sagesse, décida que la bibliothèque serait rasée car l'homme n'était point prêt pour la révélation qu'elle recelait. Je m'occupais de faire placer les corps des scribes défunts dans leur crypte et fut le dernier homme dont les pas résonnèrent à travers l'immensité infinie des rayonnages emplis des manuscrits sacrés. Voici à présent, Seigneur, mon ultime confession. De ma propre main, j'enflammais des bottes de foin placées autour de l'entrée de la bibliothèque au moyen des pages finis dierum que je brûlais jusqu'à la dernière. Toutefois, je désobéis.
Je ne jetai point, comme l'avait ordonné Baldwin, une torche enflammée dans les entrailles de la bibliothèque. Je ne pouvais souffrir d'être l'instrument terrestre de la destruction de cette œuvre sainte. Je croyais alors avec ferveur, et je le crois encore ce jour, que cette décision était entre les seules mains de notre Dieu Tout-Puissant. En vérité, j'ignore toujours si les parties souterraines furent détruites par la conflagration. Le sol se consuma longtemps. Mon âme, elle aussi, s'est longtemps consumée, et quand mes pas me portent vers ces terres brûlées, je ne sais si je foule de la cendre ou des pages. Je dois encore confesser au Seigneur que, saisi par une folie blasphématoire, je pris au hasard un des livres de la bibliothèque avant qu'elle ne fût fermée et incendiée. Jusqu'à ce jour, j'ignore toujours pourquoi. Oh mon Dieu, je vous demande pardon pour mes péchés. Il s'agit du livre qui se trouve à présent sous mes yeux. Ce livre et cet épître sont le témoignage et la preuve de ce qui arriva. Si vous voulez, ô Seigneur, que je détruise ce livre et cet épître, je m'exécuterai avec diligence. Si vous souhaitez que je les préserve, je m'en acquitterai. Je vous implore, ô mon Dieu, de m'envoyer un signe. Pour que votre volonté soit faite, je serai votre humble et obéissant serviteur jusqu'à mon dernier souffle. Félix. La dernière feuille du parchemin jauni portait une écriture différente, comme un griffonnage hâtif. Il n'y avait que 2 lignes. 9 février 2027, Finis Dierum. Isabelle se mit à pleurer, doucement d'abord, puis, allant crescendo, ses sanglots se transformèrent en spasmes, et son visage ruisselant s'empourpra. Will la contemplait avec tristesse. Mais il songeait à son fils. Philippe aurait 17 ans en 2027. Il serait à la fleur de l'âge, encore plein de promesses. Il était lui aussi au bord des larmes. Mais il se redressa et posa la main sur l'épaule de la jeune femme. « On ne sait pas si c'est vrai, » déclara-t-il. Et si c'était le cas ? Eh bien, il va falloir attendre et on verra bien. Elle se leva à son tour, l'invitant à la prendre dans ses bras. Ils s'étreignirent un long moment, jusqu'à ce qu'il lui dise tout simplement, sans tergiverser, qu'il était temps pour lui de rentrer. Déjà ? Si je retourne à Londres ce soir, j'aurai un vol demain matin. Je vous en prie, restez encore cette nuit. Il faut que je retourne chez moi. Ma famille me manque. Elle renifla et acquiesça. Mais je reviendrai, promit-il. Quand Spence en aura fini avec ses lettres, je suis certain qu'il les rendra à la famille Cantwell. Elles sont à vous. Peut-être qu'un jour, vous pourrez les utiliser pour écrire le plus grand livre de l'histoire. Par opposition à la pauvretesse que je m'apprête à pondre. Elle le regarda droit dans les yeux. Vous allez nous laisser le poème ? Nous avons conclu un marché. Vous pourrez faire réparer votre toit. Jamais je n'oublierai ces derniers jours, Will. Moi non plus. Votre femme a beaucoup de chance. J'en ai encore plus qu'elle, déclara-t-il en baissant la tête, l'air coupable. Elle appela un taxi, tandis qu'il montait ranger ses affaires. Quand il eut fini, il envoya 2 SMS. À Spence, mission accomplie, 4 trouvés. Les rapporte demain. Préparez-vous à une sacrée surprise. À Nancy, tu es incroyable. Tu avais trouvé le prophète. Hallucinant. Je rentre demain. Tu me manques, XXL. Ne partirai plus. Cette nuit-là, Cantwell Hall s'enfonça de nouveau dans son silence séculaire. Il n'y restait plus que 2 résidents, un vieil homme assoupi et sa petite fille, qui tournait et se retournait dans son lit. Avant de se coucher, elle avait fait halte dans la chambre de Will. Son odeur imprégnait encore les draps. Elle la respira, puis se remit à pleurer, jusqu'à ce qu'elle s'entende dire « Allez,
Ne sois pas stupide. » Elle obéit à sa propre injonction, sécha ses pleurs et éteignit la lumière. Dehors, dans les buissons, des corsos guettaient. La chambre d'Amy se retrouva plongée dans le noir, puis celle d'Isabelle s'illumina. Il jeta un coup d'œil à son cadran luminescent. Il s'accroupit et écrivit à Fraser un courriel sur son BlackBerry crypté, ses gros pouces écrasant les petites touches phosphorescentes. Fini à Wroxall. J'ai reçu coordonnées de l'hôtel et du vol de Piper par le centre. Il a utilisé sa carte bancaire. Ne sait toujours pas qu'on le suit. Pense l'intercepter avant Heathrow. Attends vos instructions pour les Cantwell. Fraser lut le message et d'un geste las se mit à se masser les tempes. C'était l'après-midi dans le désert, mais sous terre, l'heure était un concept abstrait. Il avait passé 48 heures d'affilée à son bureau et n'avait aucune intention de jouer les prolongations. L'opération semblait toucher à sa fin. Mais il y avait encore des décisions à prendre. Et son chef lui avait bien fait comprendre que, étant donné les choix possibles, c'était à lui et à lui seul de décider. « Tout ça, c'est votre boulot, pas le mien », avait lâché Lester au téléphone. Fraser avait eu envie de lui répondre « Comme ça, vous avez les mains propres et vous dormez sur vos 2 oreilles ». La décision la plus facile à prendre concernait Piper. Des corsos l'arrêteraient à son hôtel, à Heathrow, le neutraliseraient d'une manière quelconque et reprendraient tous les documents trouvés à Cantwell Hall. Une cellule d'extraction de la CIA viendrait ensuite les chercher pour les emmener à la base américaine RAF Mildon Hall, où le secrétaire Lester avait mis un avion de la marine en attente. Piper était ADH. Aussi n'y avait-il aucune chance que des corsos puissent le descendre. Ainsi soit-il, songea Fraser. Du moment qu'on met la main sur tous les documents qui pourraient compromettre la sécurité de la zone 51, ensuite il coffrerait Spence et toute sa bande, et irait remettre le volume manquant à sa place dans la bibliothèque. Il y aurait sûrement une espèce de cérémonie sur place, mais ça, c'était le genre d'ineptie dont se chargeait l'amiral commandant la base. La décision concernant Cantwell Hall était plus épineuse. En fin de compte, Fraser suivit la ligne de conduite qu'il appliquait souvent dans ce genre de situation. Il laissa la bibliothèque décider à sa place. Il chercha les DDD pertinentes dans le cas présent et hocha la tête. Son esprit retourna aux détails du plan. Il savait que des corsos s'en acquitteraient fort bien. Son seul souci concernait les Britanniques. Depuis l'affaire Cottle, le MI6 ressemblait à un nid de frelons furieux, et la dernière chose à faire, c'était d'aller s'agiter sous leur nez. Il devait prévenir des corsos de se montrer encore plus prudents que d'habitude. Toutefois, si l'on faisait le rapport entre le risque encouru et le bénéfice potentiel, il n'y avait pas à hésiter. En effet, quel intérêt de neutraliser Piper si la fille et le grand-père allaient tout déballer de leur côté? Il renvoya un courriel à des corsos avec ses ordres et une litanie de conseils. C'était sans doute la dernière mission de son agent, songea Fraser, sans le moindre sentimentalisme. Quand Isabelle éteignit sa lampe de chevet, des corsos continua de l'observer un moment pour s'assurer qu'elle ne se relevait pas. Il patienta une bonne demi-heure pour être certain de pouvoir mener à bien sa mission en toute tranquillité. Il avait préparé son cocktail préféré dans ce genre de cas. Pas cher, facile à trouver, avec un parfait équilibre entre la rapidité d'action et la densité de couverture. Kérosène, diluant pour peinture et recharge pour réchaud à gaz. Il amena 2 bidons de presque 20 litres jusqu'au manoir et entreprit de répandre le mélange tout autour. La vieille structure médiévale s'enflammerait très vite. Mais il ne fallait pas laisser d'espace vierge. Il voulait les encercler par le feu.
Il fit le tour par derrière, puis, en revenant à son point de départ, il s'aperçut qu'il lui restait encore un demi-bidon. Grâce à une ventouse et une pointe de diamant, il découpa un panneau de verre dans le salon français, juste sous la chambre d'Isabelle. Il y versa le reste de son mélange. Enfin, avec l'insouciance d'un ouvrier qui termine sa journée de travail, il enflamma une allumette qu'il jeta négligemment par la fenêtre. Isabelle rêvait. Elle était couchée au pied de la tombe de William Cantwell. Elle sentait sur elle le poids de Will, qui lui faisait l'amour, et le cercueil de bois grinçait sous leur poids. Elle était étonnée, et même très embarrassée du plaisir incongru qu'elle prenait dans cet environnement morbide. Tout à coup, elle regarda le ciel par-dessus l'épaule de son amant. Le couchant se drapait d'orange, et son pommier bruissait sous la brise. Le doux murmure des belles branches vertes la tranquillisait, et elle se sentait parfaitement heureuse. Tandis qu'elle succombait aux émanations des fumées, le rez-de-chaussée se transformait en véritable enfer. Les fins lambris, les tapis et tapisseries, les pièces remplies de meubles anciens, tout n'était plus que cendres et brasiers. Dans la grande salle d'apparat, les portraits d'Edgar Cantwell, de ses ancêtres et de ses descendants se boursouflaient, pétillaient, avant de se décrocher un par un des murs brûlants. Le vieux lord était déjà mort, asphyxié, quand les flammes atteignirent sa chambre. Elles commencèrent par lécher les murs, se répandirent sur les meubles, la table de chevet, puis elles s'emparèrent de la dernière chose qu'il avait lue avant de s'endormir. Le poème de Shakespeare se recroquevilla en une boule jaune, brûlante. Puis il disparut en fumée.